Bien. Donc, on va commencer cette deuxième formation. Donc, dans le titre, donc vous l'avez vu, c'est Pandémie, crise écologique, révélateur et facteur aggravant de la faillite du capitalisme financier mondialisé. Voilà, un long titre. Donc, il aura suffi de quelques semaines pour que la pandémie du Covid-19, partie de Chine, bouleverse le monde et pour longtemps. Alors bien sûr, c'est pas la première fois que l'humanité elle est confrontée à une pandémie. Et c'est la première fois qu'un virus se répand avec une telle rapidité, en provoquant aussi brutalement une paralysie de toute l'économie mondiale et créant de fait une situation nouvelle. Parce que là, partout, à l'échelle du monde, l'ensemble des populations se retrouvent confrontées à une même crise globale qui est à la fois sanitaire, écologique, économique et sociale. Et cette crise, c'est pas un accident de parcours, mais c'est bien le révélateur d'une faillite globale qui nous a fait rentrer dans une nouvelle période sans retour en arrière possible. Alors, nous avons discuté lors de la formation précédente à quel point la récession économique, elle révèle toute l'impasse dans laquelle le système capitaliste nous a conduits. Et moi, j'aborderai aujourd'hui la question du point de vue de la crise écologique globale, qui est une donnée incontournable de cette nouvelle période. Parce que déclencheur imprévu d'une récession mondiale qu'en réalité tous les économistes attendaient, la pandémie de Covid-19, elle n'en est pas pour autant une catastrophe naturelle qui serait extérieure au capitalisme. Que ce soit par la façon dont le virus a émergé ou par la rapidité avec laquelle il s'est répandu à travers le monde, eh bien ce virus, il témoigne de déséquilibres écologiques produits par les interactions entre la société humaine et son écosystème. Et cette pandémie, en fait, c'est un nouvel aspect d'une crise écologique qui, année après année, a pris un tour de plus en plus global, mais aussi de plus en plus catastrophique. Et cette crise écologique, donc, c'est une crise aux multiples aspects qui se traduit donc à la fois par le réchauffement climatique, par un effondrement de la biodiversité, par un épuisement des terres agricoles et des ressources naturelles, comme par la pollution des océans. Alors, présenté par certains comme la conséquence de l'impact de l'humanité, de sa croissance démographique, de son développement technique, en réalité, les causes profondes de cette crise écologique sont inscrites dans les contradictions du capitalisme qui ont été exacerbées par une quarantaine d'années de mondialisation financière. Et c'est en cela que c'est un révélateur et un facteur aggravant, comme on l'a dit dans le titre, de la faillite du capitalisme. Alors pour introduire, j'aborderai la discussion à partir de 4 points. Donc je vais revenir sur les particularités de cette pandémie, pour ensuite discuter de comment elle s'inscrit donc dans cette crise écologique globale, et pour discuter de l'incurie des classes dominantes, de leur réponse. Elle ouvre une période nouvelle, riche de possibilités de transformation révolutionnaire. Pour revenir donc, pour commencer sur la pandémie, si on élimine les théories du complot à la Trump qui accusent la Chine et ses laboratoires d'avoir libéré le virus, ou si on laisse de côté la mystique d'une nature qui se vengerait de l'humanité, eh bien, il reste à comprendre en quoi la mondialisation capitaliste, elle a favorisé les conditions d'apparition et de propagation de ce virus. Alors pour les scientifiques, cette pandémie, c'est un cas d'école d'émergence infectieuse due à un saut d'espèces, dans ce qu'on appelle une zoonose, c'est-à-dire que des virus qui étaient adaptés à des espèces animales sauvages, chez qui ils sont inoffensifs, eh bien, sont passés dans l'espèce humaine et parfois par l'intermédiaire d'autres espèces. Bon, en l'occurrence, pour le Covid, on parle du pangolin, le fourmilier. Donc, mais ceci dit, avec le Covid-19, ou appelé SARS-CoV-2, selon son nom scientifique, qui a été identifié en Chine, donc à Wuhan, dès décembre 2019, c'est la 3e émergence d'un coronavirus en moins de 20 ans. Alors, il y a eu le SARS-CoV-1, c'était en 2003, qui a tué environ 800 personnes à travers le monde. Il y a eu aussi, ce moins connu, le MERS, qui a été identifié au Moyen-Orient en 2012 et qui a lui aussi entraîné le décès d'environ 300 personnes. Alors, le virus actuel, il est très proche de ces deux précédents, avec un taux de mortalité qui est en réalité bien inférieur, mais par contre, il est beaucoup plus contagieux, et c'est ce qui fait que son apparition a conduit à cette pandémie sans précédent en quelques semaines. Alors bien sûr, encore une fois, c'est pas les pandémies, il y en a déjà eu bien avant celles que nous connaissons, et on peut, sans refaire bien sûr toute l'histoire, mais on peut dire que les épidémies, elles ont accompagné l'histoire de l'humanité finalement depuis le néolithique, parce que l'apparition de l'élevage a entraîné cette promiscuité nouvelle des hommes et des animaux d'élevage. Et les microbes qui colonisaient les animaux domestiqués, ils ont ainsi pu passer aux humains, s'adapter à eux, devenir ainsi même transmissibles directement entre humains. Alors, par exemple, la peste, la grippe, la rougeole sont des maladies humaines qui ont très certainement une origine chez d'autres espèces animales.
Alors ça, c'est pour l'apparition de ces maladies. Et ensuite, le développement des villes, des échanges commerciaux a créé les conditions pour que ces maladies d'origine animale, ou parfois d'autres qui sont plus spécifiquement humaines, comme la variole ou le choléra, eh bien, prennent régulièrement des dimensions d'épidémie en touchant des centaines, voire des milliers de personnes. Alors, il y a des exemples historiques célèbres. Ainsi, la peste noire, qui est partie d'Asie par l'intermédiaire des rats et de leurs puces, a, au milieu du XIVe siècle, décimé la moitié de la population européenne. On peut aussi dire qu'à partir du XVIe siècle, la variole et la rougeole ont contribué bien plus que les armes des Européens à l'anéantissement des populations d'Amérique, chez qui ces maladies n'existaient pas jusque-là. Mais depuis, les progrès des sciences, de la médecine, ont permis de comprendre l'origine microbienne de ces épidémies. L'amélioration des conditions sanitaires, comme la mise au point des vaccins avec les travaux de Jenner, de Pasteur ou de Koch, ont permis au XIXe et XXe siècle de réduire l'ampleur des épidémies jusqu'à, par exemple, parvenir à en éradiquer certaines, comme la variole. Et pourtant, malgré les progrès de la médecine, de nouvelles épidémies apparaissent régulièrement depuis une cinquantaine d'années, faisant craindre le pire aux scientifiques. Ainsi, ils estiment, les scientifiques, que 60% des maladies infectieuses décrites chez les êtres humains ont une origine animale plus ou moins ancienne. Mais cette fréquence, elle a augmenté pour atteindre 70 à 80% pour les nouvelles maladies émergentes actuelles. Et pour ça, il y a une raison, c'est que la généralisation des rapports d'exploitation capitalistes dans le cadre de la mondialisation a favorisé les conditions d'apparition et de propagation de ces maladies émergentes comme jamais. Et c'est cette réalité-là que révèle l'ampleur prise par la pandémie actuelle. Alors pourquoi elle a favorisé ces conditions d'apparition? Eh bien tout simplement parce que des secteurs aussi vitaux que la production agroalimentaire, l'exploitation des matières premières, mais aussi les transports, la fabrication des médicaments, ont été profondément réorganisés ces dernières décennies par une poignée de multinationales dans une logique purement financière. Pour valoriser des masses toujours croissantes de capitaux spéculatifs, elles ont soumis tous ces secteurs à la seule exigence de rentabilité, du profit à court terme, avec comme seul véritable objectif une accumulation sans limite du capital. Cette logique financière, elle a entraîné la marchandisation de toutes les activités humaines et jusqu'à la nature elle-même, puisqu'aujourd'hui, il y a des droits de propriété sur à peu près tout, qui ont été instaurés sur même l'usage de l'air, sur la pollution et même sur les espèces en voie de disparition. Et sous l'aiguillon de cette logique mortifère, l'intensification de la déforestation au profit de l'agriculture intensive et de l'élevage industriel a réduit les zones d'habitation de la faune sauvage et surtout a entraîné la multiplication des contacts entre espèces sauvages, espèces domestiques et êtres humains. Et tout cela a contribué, selon les épidémiologistes, à construire le cadre idéal pour l'émergence de virus de la faune sauvage jusqu'aux animaux d'élevage et aux êtres humains. Le scénario catastrophe, qu'un tel virus soit à la fois très pathogène et très contagieux, ce scénario, il est annoncé, il est décrit et il est craint par les scientifiques depuis des années. Ces inquiétudes ont d'ailleurs été plusieurs fois confirmées par des alertes et des débuts d'épidémies. Ainsi, en 1997, à Hong Kong, un nouveau virus a causé la mort de 18 personnes et il a été identifié comme un virus de la grippe touchant les oiseaux qui s'était développé dans les élevages de volailles. Et plus d'1 million de poulets ont alors dû être abattus. Une nouvelle alerte à la grippe aviaire a eu lieu en 2004 où une souche virale chez les oiseaux s'est répandue à une très grande vitesse, entraînant le décès de 200 personnes dans le monde, essentiellement en Asie. Ce qui a limité ces deux épidémies, c'est que ces virus, donc ces virus qui étaient des virus de grippe aviaire, ne sont pas devenus contagieux entre les êtres humains, ce qui est le cas du Covid-19. Alors, il y a d'autres exemples de virus émergents qui ont eu des conséquences bien plus dramatiques. Ainsi, pour prendre qu'un exemple, le virus Ebola, qui a été identifié au Zaïre en 1976 et qui entraîne une fièvre hémorragique, fait régulièrement sa réapparition à partir des populations de chauves-souris, d'où il peut se transmettre à plusieurs espèces de mammifères, dont les singes et les êtres humains. Des études ont montré que l'épidémie, elle reprend à chaque vague de déforestation qui entraîne des déplacements des populations de chauves-souris et leur rapprochement vers les villages, vers les zones habitées et les plantations d'arbres fruitiers ou les cultures en général. Alors, pour bien comprendre ce lien qu'il y a entre la mondialisation financière et puis tous ces élevages finalement et la déforestation, eh bien, on peut prendre un exemple que j'ai trouvé dans un article de presse.
parce qu'il y a un côté un peu ironique entre guillemets, du fait que la population de New York, qui est l'une des plus grandes villes et principales places boursières du monde, a été obligée de se confiner à cause d'un virus apparu dans l'autre hémisphère, en Chine. Alors, échappé d'un laboratoire selon les délires de Trump, mais probablement en partie d'un marché de viande sauvage qui fait un petit peu exotique, entre guillemets, et il semble qu'il n'y a pas tellement de lien entre les deux réalités, et en réalité, il y en a un, et c'est celui de la mondialisation financière. Parce que pour reparler de New York, eh bien, Alicia Glenn, qui est en fait une ancienne maire adjointe de New York, eh bien, c'est aussi une ancienne cadre de Goldman Sachs, ce groupe financier qui a été à l'origine, de par ses placements ultra spéculatifs dans l'immobilier, du déclenchement de la crise de 2008. Suite à cette crise, et pour diversifier ses activités, Goldman Sachs a entrepris d'utiliser les aides fédérales d'urgence qui lui avaient été données pour acheter 60% des actions d'un groupe chinois qui s'appelle Shuanghi et qui lui-même appartient à un conglomérat chinois de l'agro-industrie, de l'agroalimentaire, qui a racheté des entreprises américaines, dont Smithfield Food, qui est le plus gros producteur de porc du monde. Mais c'est pas tout. Pour 300 millions de dollars, il a également acheté une dizaine de fermes avicoles géantes dans les provinces qui approvisionnent la ville de Wuhan en Chine et 300 millions supplémentaires pour développer l'élevage porcin dans ces mêmes provinces. Alors c'est dans le cadre de ces restructurations, à l'échelle locale comme à l'échelle mondiale, qui vont de la Chine aux États-Unis, la restructuration d'élevage industriel et des marchés de viande sous l'impulsion donc de la finance et des multinationales, que c'est aussi intégré le marché de la faune sauvage. Aujourd'hui, le marché de la faune sauvage, il est totalement intégré à tout ce secteur géré par les multinationales, le secteur agroalimentaire. Et donc, ça n'a pas grand-chose à voir avec une quelconque tradition chinoise en réalité. Alors, un virus émergent, très contagieux comme le Covid-19, il a pu provoquer une pandémie en quelques semaines, mais en suivant les circuits globaux du capital à travers lesquels les multinationales restructurent toute l'économie, toutes les activités humaines, et cela des places fortes boursières comme New York jusqu'au fin fond des forêts tropicales qui entourent les villes chinoises. Et il faut savoir qu'un tiers des échanges internationaux sont en réalité des échanges liés au fonctionnement de ces multinationales, et non d'autre que la recherche d'une valorisation permanente du capital financier. Alors, bien sûr, sans développer, mais la pandémie, elle est aussi la conséquence, elle a été aggravée par les conséquences de toutes les politiques menées par les États pour mettre en place justement cette arène mondiale pour la prédation du capital financier et politiques qui ont désarmé l'ensemble de la société face à la pandémie. Car non seulement, et malgré les alertes des scientifiques, aucune véritable politique sanitaire n'a été mise en place à l'échelle du monde, mais tout au contraire, les États ont multiplié les attaques contre l'ensemble des services publics et en premier lieu contre celui de la santé. Et c'est ainsi qu'à l'échelle du monde, le système de santé il s'est retrouvé désarmé face à une pandémie, obligeant donc à ce confinement de plus de la moitié de l'humanité, un confinement qui reste une méthode moyenâgeuse, mais qui est devenue néanmoins indispensable du fait des pénuries causées par l'incurie des États comme des classes dominantes. Alors cette incurie face à la pandémie, c'est-à-dire face à un problème pourtant identifié par les scientifiques à l'avance, c'est la même incurie que celle qui est dénoncée depuis des années par les mobilisations et les grèves de la jeunesse qui dénoncent les inactions des gouvernements face au réchauffement climatique, face à la crise écologique. Et en effet, année après année, les rapports sur le climat du GIEC, comme les rapports sur la biodiversité de l'IPBES, donc ce sont ces deux réseaux de scientifiques créés par l'ONU pour étudier comme ça l'évolution et du climat et de la biodiversité, ces rapports, ils dressent un constat qui est de plus en plus alarmant d'une crise écologique qui se globalise à l'ensemble de la planète. Alors pour donner un exemple, l'année 2019 est la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée sur Terre. Et même la décennie 2010-2019 est la plus chaude depuis le début des mesures de température. Et c'est cette accumulation d'années toutes plus chaudes les unes que les autres qui explique aussi la multiplication des méga-feux de cet été, comme d'ailleurs celui qui est intervenu pendant le confinement autour de l'ancienne centrale nucléaire de Tchernobyl. En fait, depuis une cinquantaine d'années, toute une série de problèmes qui existaient précédemment, mais se sont amplifiés et se sont élargis à l'ensemble de la planète.
Alors, il y a l'accumulation des émissions de gaz à effet de serre, responsable donc du réchauffement climatique, mais il y a aussi l'épuisement des sols en raison d'une production agricole qui est devenue de plus en plus intensive. Il y a aussi la surexploitation et la pollution des océans, comme l'augmentation de la dégradation de l'eau douce un peu partout dans le monde, la déforestation, bien sûr, l'extinction des espèces suite à la destruction de leur habitat. Il n'y a plus de doute possible sur l'origine humaine des causes de cette dégradation de l'environnement. Mais si le développement des sociétés humaines et des techniques a toujours eu un impact sur l'environnement, c'est avec le mode de production capitaliste que la crise écologique a pris cette ampleur sans précédent. Parce que, dès son origine, le capitalisme s'est développé à partir d'une dynamique folle et destructrice, alternant des périodes de croissance productiviste et des périodes de crise de surproduction. Il s'est développé en s'ouvrant de nouveaux marchés par la force des armées, par l'artifice du crédit, et avec toujours comme seul objectif, trouver de nouvelles sphères pour valoriser, faire fructifier le capital, que cela corresponde ou non à de réels besoins pour la société, et quelles qu'en soient les conséquences pour l'environnement. Dans un tel système économique, il ne s'agit pas de produire des biens utiles et nécessaires aux populations, mais des marchandises qui n'ont d'autre but que d'être vendues pour réaliser un profit et accumuler du capital. Et c'est cette logique même d'une accumulation capitaliste qui n'a pas de limite qui a conduit à la globalisation de la crise écologique. Et aujourd'hui, cette mondialisation financière, eh bien, elle se heurte aux limites objectives de la planète, aux limites des ressources naturelles, comme aux limites qui se manifestent par une perturbation sans précédent des équilibres naturels et qui conduisent finalement l'ensemble de l'humanité dans une impasse. Alors, face à cette aggravation de la crise écologique, eh bien, les dirigeants des grandes puissances ont multiplié depuis une trentaine d'années des sommets internationaux, des conférences sur le climat, des conférences sur la biodiversité. Ils ont pour cela effectivement mobilisé toute une partie de la communauté scientifique qui leur a fourni d'innombrables rapports. Mais pour illustrer l'absence de réelle volonté des États de s'en prendre aux responsables de la situation, notamment les multinationales des énergies fossiles, eh bien, il suffit de citer un exemple pris par Greenpeace qui a calculé qu'en 2018, les 10 sociétés les plus polluantes du CAC 40 ont émis 3 milliards de tonnes de dioxyde de carbone, donc qui est un gaz à effet de serre, et versé dans le même temps près de 20 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires. Et tout cela en continuant à bénéficier de diverses aides de l'État à l'industrie pétrolière qui n'ont jamais en fait cessé. Impuissants face aux multinationales, les États, comme parfois certaines ONG institutionnelles, ont surtout multiplié les discours moralisateurs sur la planète, sur l'écologie, sur la responsabilité de chacun et de l'ensemble de l'humanité, ce qui revient en fait à masquer le cynisme et l'irresponsabilité des classes dominantes qui n'ont fait dans la même période qu'accroître le caractère parasitaire prédateur du capitalisme financier. Prétendre que la crise écologique serait la conséquence d'une croissance démographique, économique, technologique indifférenciée d'une humanité qui finalement devient abstraite, eh bien, revient à masquer la réalité des rapports d'exploitation, d'oppression, de pillage qu'une minorité impose à la grande majorité de la population. Et cela revient à soigneusement éviter de lier la crise écologique à la critique du capitalisme, de la propriété privée, de l'économie de marché, du pouvoir et de la richesse des classes dominantes, tout en prônant la sobriété aux populations. C'est l'éternel retour des raisonnements malthusiens qui accusent toujours la surpopulation, en gros qui accusent les pauvres d'être responsables de leur pauvreté à cause de leur nombre. Et ces raisonnements malthusiens, ils n'ont d'autre rôle que de masquer, encore une fois, la responsabilité des classes dominantes en rendant les plus pauvres coupables de leur sort. Parce que ce qui caractérise la situation actuelle, ce n'est pas tant la surpopulation que les effroyables inégalités sociales qui s'aggravent à l'échelle du monde. Et l'humanité, c'est une généralisation bien commode pour faire disparaître cette réalité de ces inégalités sociales. Mais c'est en même temps une généralisation bien insuffisante pour comprendre justement les enjeux de la crise écologique actuelle. Alors le fait que selon l'Oxfam, donc, qui est une organisation qui combat les inégalités, le fait que l'Oxfam donc, explique que les 1% les plus riches de la planète possèdent 2 fois plus que les richesses cumulées de 7 milliards de personnes, eh bien cette effroyable inégalité, elle a des conséquences très concrètes, tant sur l'origine que sur les conséquences de la crise climatique. Ainsi, les 10% des habitants les plus riches sont responsables de 50% des émissions mondiales de dioxyde de carbone qui est en cause dans le réchauffement climatique.
alors que les 50% les plus pauvres ne représentent que 10% de ces émissions. On peut même dire que depuis quelques décennies, c'est justement dans les pays riches à croissance démographique faible que les émissions augmentent le plus, et qu'au contraire, dans les pays pauvres à forte croissance démographique, elles augmentent le moins. Pour les 1/6 de la population mondiale, qui est la partie la plus pauvre de la population mondiale, bien les émissions de dioxyde de carbone, elles sont tout simplement proches de zéro. Selon le lieu où l'on vit, le rapport de consommation d'énergie moderne peut varier dans un rapport de 1 à 2000. Alors, en clair, pour résumer ces chiffres, ça veut dire que les habitants les plus pauvres de la planète sont les moins responsables du changement climatique comme des différentes manifestations de la crise écologique, dont la pandémie actuelle, mais ils sont en général les plus vulnérables face à ces conséquences et les moins préparés pour les affronter. Alors ainsi, si le capitalisme porte la responsabilité de l'ampleur prise par la crise climatique, il est aussi le principal obstacle parce que le fait qu'il développe toutes ces inégalités pour pouvoir y faire face du point de vue des intérêts de la population. Et le cynisme des classes dominantes, il apparaît sans limite quand elles se retrouvent confrontées donc, à la situation actuelle, à la crise ouverte par la pandémie. Parce que non seulement un groupe comme Total, il a versé 1,8 milliard de dividendes à ses actionnaires en mars dernier, tout en ayant touché les aides de l'État par rapport à la crise. Mais on assiste depuis le début à une multiplication d'appels venant des différents groupes, des grands groupes industriels, pour demander un allègement des quelques contraintes et réglementations environnementales existantes. Alors ainsi, en France, c'est le MEDEF et l'Association française des entreprises privées qui ont plaidé au nom de la reprise économique pour un moratoire sur les quelques timides normes environnementales prévues dans le cadre de la transition énergétique de l'Union européenne. De leur côté, les constructeurs automobiles allemands voudraient obtenir un moratoire sur les objectifs de réduction des émissions de CO2 de leurs futurs véhicules. Mais il n'y a pas qu'en Europe. Aux États-Unis, c'est l'Agence américaine de l'environnement elle-même qui a émis un décret sans date butoir permettant des entreprises polluantes de déroger à des contraintes environnementales pour faire face à la crise. Alors, d'un côté, on a ce cynisme des multinationales qui veulent profiter de la situation de crise pour à la fois intensifier l'exploitation du travail au nom de la reprise économique, mais aussi pour se libérer de toute forme de limitation pour le pillage des ressources naturelles. Mais d'un autre côté, on a aussi l'hypocrisie de tous ceux qui voudraient nous vendre un capitalisme vert. Et c'est ainsi qu'à la mi-avril, 11 ministres européens de l'environnement ont appelé à ce que les plans de relance économique prennent en compte les questions d'environnement et de climat. Alors, s'inscrivant dans cet appel, Pascal Canfin, qui est le président de la commission environnement du Parlement européen, il a lancé un collectif de 180 personnalités dans lequel on retrouve des hommes politiques, même des dirigeants syndicaux, mais aussi des chefs d'entreprise et des dirigeants d'ONG, pour créer une alliance européenne afin de soutenir et de mettre en œuvre des plans qui s'inscrivent dans la transition énergétique. Alors, cette transition énergétique, ce nouveau Green Deal dont l'Europe voudrait se faire la championne, se ramène pour l'essentiel à promouvoir à grand renfort de subventions publiques un capitalisme vert. En réalité, les gouvernements voudraient nous faire croire qu'ils vont réparer les dégâts écologiques du capitalisme sans le remettre en cause, et tout en continuant à ne jurer que par les lois du marché, la multiplication des taxes, une privatisation généralisée de la nature, autant de terrain pour toutes sortes de spéculations, pour de nouvelles formes d'accumulation du capital en réalité. Et l'écologie est devenue un cache-sexe pour des politiciens discrédités, espérant se donner une image progressiste à bon marché, comme d'ailleurs pour des États qui en profitent pour subventionner des multinationales du capitalisme vert, qui, elles, usent et abusent de l'écologie comme d'un label pour faire oublier leur responsabilité dans la situation. Alors, si au nom de cette transition écologique, les classes dominantes voudraient nous imposer leur capitalisme vert, eh bien, les différents partis de la gauche réformiste, comme d'ailleurs des appareils syndicaux ou des associations environnementales, multiplient les programmes du type Green New Deal, qui a été, lui, développé depuis 2018 par le Parti démocrate aux États-Unis et qui est finalement décliné depuis par toute une série d'appels en Europe et à travers le monde. Alors, on peut citer l'appel Plus jamais ça, préparons le jour d'après, qui a été signé par divers responsables d'organisations syndicales et associatives. Et plus récemment, il y a quelques jours, l'appel pour un pacte du pouvoir de vivre, lancé par Nicolas Hulot, et qui regroupe aussi une cinquantaine d'associations environnementales. Alors, ces appels
prennent le contre-pied de l'idéologie libérale dominante, qui est de plus en plus discréditée. Ils défendent l'idée d'une transition écologique reposant sur une intervention de l'État contre les multinationales, une transition qui se voudrait socialement juste. De tels plans, de tels programmes dénoncent à juste titre le lobbying des multinationales. Mais s'ils trouvent un certain écho du fait de l'inquiétude grandissante face à la crise climatique, ils ne font finalement que légitimer cette vieille illusion qu'il serait possible de rendre le capitalisme raisonnable, de le contrôler grâce à l'intervention de l'État et de politiques publiques. Or, il est illusoire d'espérer que les États s'opposent un jour à cette logique des marchés imposée par les multinationales. Car quels que soient les gouvernements, eh bien, ils ont contribué à la mettre en place depuis plusieurs décennies. Et ce n'est pas juste du lobbying que les multinationales exercent sur eux. Il n'y a rien à attendre des États qui, quels que soient les gouvernements en place, restent soumis à la défense des intérêts des classes dominantes, à la défense de la loi du profit et des marchés, à la défense de la propriété privée. Il ne suffira pas de voter pour un bon gouvernement, nanti d'un bon programme, pour effacer cette réalité d'une société divisée en classes sociales aux intérêts inconciliables. C'est d'ailleurs cette soumission des États aux intérêts des multinationales qui est la principale cause de leur incapacité à faire face au réchauffement climatique depuis des décennies, comme aux autres aspects de la crise écologique. Alors cette prise de conscience, à la fois de l'inaction des gouvernements, du cynisme des classes dominantes et le sentiment d'impuissance que ça peut générer devant la catastrophe annoncée, est à l'origine de cette nouvelle notion d'effondrement, de collapsologie, c'est-à-dire l'idée qu'un effondrement général de la civilisation est inévitable et que c'est à cela qu'il faut se préparer. Et cette notion d'effondrement, elle rencontre de plus en plus d'échos, notamment dans la jeunesse, qui se mobilise depuis des mois contre l'inaction des gouvernements. Elle traduit l'idée que l'on peut partager, que c'est l'ensemble de l'organisation sociale qui est confrontée à ces contradictions internes, ainsi qu'aux limites écologiques de la planète, et qu'il ne s'agit pas d'une crise passagère qui sera suivie d'une hypothétique retour à la normale. Et si au départ ces théories reposent sur des données scientifiques qui décrivent la dégradation bien réelle de l'environnement, toute une partie de ces défenseurs reste néanmoins prisonniers de considérations générales sur les comportements humains, qui relèvent plus de l'idéologie, de la morale que de la science, et qui finalement ramènent chacun à lui-même. Et c'est pour cela que ce concept d'effondrement, il ouvre la porte à bien des théories, des visions catastrophistes de l'avenir, qui peuvent conduire à l'impuissance, au renoncement à agir collectivement par les luttes sociales pour changer les choses. Et n'offrir finalement comme seule perspective que le repli sur soi, individuel ou au mieux en petite communauté autonome, cultivant méfiance et hostilité vis-à-vis de la science et du progrès. Alors jusqu'au cas extrême, bien sûr, qui n'est pas celui de tous les collapsologues, mais qui est celui des survivalistes américains qui font finalement la théorie de la survie et de la guerre de tous contre tous. Parce que la limite de cette notion d'effondrement, c'est que l'effondrement n'est vu que comme une menace globale touchant l'ensemble de l'humanité, qui d'ailleurs en porterait globalement la responsabilité. Et cela revient à minimiser, voire à ignorer la réalité des rapports sociaux, la réalité de la division de la société en classes antagonistes et des effroyables inégalités qui morcellent déjà la société actuelle. Parce que l'effondrement, c'est-à-dire au sens de l'absence pour la population d'accès à tout ce qui est nécessaire pour vivre, le logement, l'éducation, la santé, la nourriture, l'eau, eh bien cet effondrement-là, c'est déjà une réalité pour toute une partie de la population mondiale. Et plus qu'un effondrement généralisé de toute la société, la faillite actuelle du capitalisme, elle est en train d'entraîner une accentuation sans précédent de ces inégalités entre le 1% de possédants et les 99% autres. En ignorant les causes profondes de cette faillite globale, en ignorant la responsabilité des classes dominantes qui détiennent les principaux pouvoirs économiques, politiques et qui façonnent toute la société en fonction de leurs intérêts, eh bien cette vision catastrophiste d'un effondrement global, elle revient à faire de la mondialisation une abstraction, à faire de la mondialisation la cause en soi des problèmes à laquelle on ne pourrait qu'opposer des solutions locales. Alors, si beaucoup de tenants de la collapsologie critiquent et rejettent avec raison l'idéologie des premiers de cordée et lui opposent la coopération, la solidarité, il est paradoxal de vouloir réduire ces réflexes de solidarité et de coopération à une échelle locale, à l'échelle de petits groupes. Opposer relocalisation et mondialisation ne fait que masquer le fond du problème, la mainmise des multinationales sur toute l'économie et la vie sociale.
une mainmise qui s'exerce en réalité à toutes les échelles, qu'elles soient locales ou internationales. Parce que le problème, ce n'est pas que l'économie soit organisée à l'échelle de la planète, mais que cette organisation, elle ne réponde à aucune autre rationalité que la recherche du profit, entraînant une gestion à flux tendu, entraînant la réduction permanente des coûts de production, une accentuation de l'exploitation et une fuite en avant dans la destruction de l'environnement. Dans le cadre du capitalisme, c'est toute la société qui est soumise aux intérêts d'une classe minoritaire et qui s'approprie donc les richesses produites par le travail de la majorité. Et cela, encore une fois, au prix du renforcement des inégalités sociales et de la destruction de l'environnement. Et c'est ce qui faisait dire à Marx que le capitalisme, eh bien, il épuise les deux seules sources de toute richesse, la terre et le travailleur. La crise actuelle, elle est l'aboutissement de ce double épuisement. Car c'est à ces deux limites que le capitalisme se heurte désormais, et ce sont des limites qu'il ne pourra pas surmonter et qui sont autant de facteurs aggravants de sa propre faillite. C'est en ce sens qu'il n'y a pas de sortie de crise possible et que le capitalisme est entré dans une phase de maladie endémique permanente, tant sanitaire qu'écologique, économique, sociale, politique, sans retour en arrière possible. Mais cette situation, elle est d'autant plus insupportable que malgré la récession économique, pour faire face à la pandémie, comme d'ailleurs pour faire face aux autres aspects de la crise écologique, les solutions existent. De même que les moyens humains, scientifiques, techniques qui rendent ces solutions possibles. Mais leur mise en œuvre se heurte directement aux intérêts sociaux et politiques de cette classe dominante, à la propriété capitaliste. Et c'est pour cela que cette crise est un accélérateur des évolutions de conscience et qu'elle ne peut qu'ouvrir une nouvelle période de lutte et de révolution et ouvrir donc de nouvelles perspectives pour toutes celles et pour tous ceux qui aspirent à transformer l'organisation économique et sociale du monde. L'enjeu, c'est bien de savoir quelle classe dirigera la société, quels intérêts sociaux détermineront le fonctionnement de l'économie, ceux d'une minorité de possédants ou l'intérêt général de la population et la préservation de son environnement. Et les deux sont plus que jamais antagonistes. Il n'y a rien à attendre des gouvernements, des États, des institutions internationales, et le monde d'après, il ne pourra être construit que par ceux qui déjà aujourd'hui font tourner la société par le travail et qui déjà aujourd'hui sont confrontés et doivent faire face tous les jours à l'aberration, à la folie de ce système. Réorganiser la production mondiale des biens et des services ne pourra se faire que sur la base de l'expropriation des principales multinationales et sur la base de la prise de contrôle de leur fonctionnement par leurs salariés comme par l'ensemble de la population. C'est tout le pouvoir des multinationales et des banques qu'il faut remettre en cause. Et donc, la propriété capitaliste pour imposer une autre logique sociale que celle de la rentabilité, de la concurrence et du profit. Cette autre logique sociale, elle pourra reposer sur l'amélioration des conditions de travail, sur la réduction du temps de travail, sur des choix démocratiques de ce qui doit être produit ou pas produit en fonction de son utilité, et sur une démarche globale de chercher à en réduire la consommation d'énergie, donc les transports inutiles, comme leur impact sur l'environnement. Ainsi, une économie planifiée démocratiquement est la condition pour produire, pour satisfaire les besoins de tous, tout en respectant les limites de l'environnement. Et c'est la seule base possible pour une société humaine pleinement consciente d'être partie intégrante de son environnement naturel, une société socialiste, une société communiste. Voilà, je terminerai là pour laisser la place au débat.